Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Bonjour Aurélie, merci de me réinviter. Eh bien, c'est super de te retrouver à nouveau. Chloé Delors, tu es conseillère en allaitement, tu es aussi doula. En fait, tu es aussi maman, tu es aussi orthophoniste, donc plein de casquettes. Mais effectivement, sur le podcast, nous t'avons surtout entendu parler d'allaitement. Alors d'ailleurs, je vais reprendre les épisodes que nous avons enregistrés ensemble jusqu'à maintenant pour les parents qui nous découvrent et qui te découvrent aujourd'hui. Nous avons parlé du démarrage de l'allaitement. Un vaste sujet, comment bien démarrer son allaitement. On a fait 2 épisodes là-dessus ensemble et puis on a poursuivi notre aventure sur l'allaitement avec comment bien mener un allaitement non écourté. Donc, comment faire pour prolonger son allaitement et que ça se passe bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du sevrage, puisque voilà, toute bonne chose a une fin. Que le sevrage arrive à quelques mois, à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans. Tu vas tout nous expliquer comment ça se passe, quand est-ce que c'est le plus favorable pour l'enfant, pour la maman aussi, les différentes circonstances dans lesquelles ça peut se passer. Et puis, on va voir aussi quelques sujets qui vont tourner autour de cela. Chloé, avant de démarrer, est-ce que tu souhaites nous dire où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce que les gens qui veulent aller plus loin avec toi peuvent voir ton travail et te contacter? Alors, c'est possible via ma page sur le site Fait Dodo. Et puis sinon, c'est possible aussi sur mon site internet, Naissance Accompagnée. Et puis, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Naissance Accompagnée également. Ça marche. Voilà. Je trouve que c'est vraiment important de le préciser parce que l'allaitement, là, le sujet qu'on traite ensemble, c'est tellement vaste, c'est tellement large que c'est bien d'aller creuser, d'aller voir les posts, d'aller sur les réseaux, de voir aussi ce que tu proposes, les conseils, les accompagnements que tu fais, bien évidemment. Parce que malheureusement, même au bout de 4 épisodes, il y a encore tellement de choses que tu pourrais nous partager. Mais alors aujourd'hui, pour commencer, je voudrais, avant de parler du sevrage, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qu'on avait commencé à évoquer la dernière fois. En réécoutant notre épisode de la dernière fois, donc le numéro 3 qu'on a fait ensemble, je m'étais dit, tiens, sur l'utilisation du tire-lait, il y a probablement des choses que tu pourrais nous partager en complément de ce qu'on avait vu. À savoir que le tire-lait, souvent, on pense que c'est uniquement pour faire une transition, pour ne plus donner le sein à son bébé. C'est peut-être erroné, en tout cas, c'est pas tout à fait comme ça, j'imagine qu'il faut le voir. On peut utiliser le tire-lait, même quand l'enfant, quand le bébé est uniquement au lait maternel. Et je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu de cela. Oui, alors c'est vrai que le tire-lait, il y a vraiment des utilisations qui sont très diverses. Il y a des mamans qui n'utiliseront jamais le tire-lait de tout leur allaitement, mais il y a quand même beaucoup de situations où on peut avoir besoin d'un tire-lait et ça peut être très ponctuel. Il peut y avoir déjà des raisons médicales parce que quand on a un engorgement, quand on a une mastite ou quand on a des douleurs pendant l'allaitement à cause de crevasses, par exemple, eh bien, on peut avoir besoin pendant quelque temps d'utiliser le tire-lait pour permettre justement de régler ces problèmes médicaux, on va dire, durant l'allaitement.
Ça peut aussi être des difficultés médicales du côté du bébé. Un bébé qui va naître grand prématuré ou qui va avoir une pathologie néonatale qui va nécessiter qu'il soit peut-être hospitalisé pendant un temps ou qui va être trop faible pour prendre au sein, mais dont la maman souhaite quand même, un bébé dont la maman souhaiterait quand même donner son lait, ça pourrait être intéressant dans ces cas-là d'utiliser un tire-lait. Il y a certaines mamans aussi qui ont une particularité, qui vont avoir des seins, les mamelons ombiliqués, donc avec le mamelon qui ne ressort pas. C'est pas forcément un souci parce que le bébé, on l'avait vu dans les premiers épisodes, ne va pas s'accrocher au mamelon, mais va vraiment prendre le sein au niveau de l'aréole. Mais il y a certaines mamans qui trouvent ça plus confortable d'utiliser le tire-lait au départ pour faire ressortir le mamelon, pour pouvoir après donner le sein plus facilement. Donc, ça peut être aussi cette utilisation ponctuelle qui est faite du tire-lait. Ça peut être, comme tu l'as rappelé, pour entretenir ou pour booster un petit peu la lactation dans certaines situations. Ça peut être pour une relactation. Il y a certaines mamans qui décident des premiers jours de vie de leur bébé de ne pas allaiter ou qui n'arrivent pas à faire démarrer l'allaitement parce qu'elles sont pas forcément bien soutenues ou qu'il y a eu des difficultés particulières. Et puis après quelques semaines, vont avoir des regrets de ne pas avoir allaité. Mais du coup, il y a des mamans qui utilisent le tire-lait pour faire une relactation et du coup démarrer en fait leur lactation, même si elles n'avaient pas commencé à donner le sein à la naissance de leur bébé. C'est fou, je n'avais absolument pas connaissance de cela. Je ne savais pas que c'était possible. Et ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très bien. C'est un peu comme les mamans tire-allaitantes, c'est un gros investissement personnel et puis en temps parce que c'est quand même pas forcément très gratifiant au début puisqu'on n'a pas son bébé au sein et qu'on est vraiment avec la machine, le tire-lait. Mais en tout cas, oui, ça marche bien. Et il y a même encore plus étonnant peut-être, on peut induire une lactation chez une femme qui n'aurait même pas accouché. Et notamment, on a quelques récits de mamans qui ont, par exemple, adopté un jeune enfant ou des couples de mamans dont une, forcément, maman a porté le bébé, mais pas l'autre. Et on arrive chez certaines mamans, du coup, à induire une lactation grâce au tire-lait, alors parfois aussi avec une aide hormonale, etc. Mais en tout cas, c'est possible aussi d'utiliser le tire-lait dans ce contexte-là, qui est peut-être moins fréquent en tout cas, mais qui mérite peut-être d'en parler parce que ça peut ouvrir des pistes pour certaines familles. Voilà, le tire-lait après peut être utilisé, comme on en avait bien parlé, pour faire des réserves de lait quand on veut pouvoir donner son lait à son bébé, même en son absence. On peut s'en servir aussi quand on a une hyperlactation. Alors, ça peut paraître étonnant, mais certaines mamans ont une telle production de lait qu'il y a besoin de freiner un petit peu tout ça. Et donc, quand on utilise le tire-lait d'une certaine manière, un certain rythme, que je ne vais pas détailler ici parce que c'est vraiment au cas par cas et je préfère pas donner des conseils qui pourraient être repris de façon erronée et du coup avoir des conséquences négatives sur certains allaitements. Mais en tout cas, dans certains cas d'hyperlactation sévère, on peut se servir du tire-lait en établissant un certain protocole pour faire diminuer la lactation de la maman. Donc voilà pourquoi des fois il y a des mamans qui me contactent en me disant moi je sais pas trop, j'entends que le tire-lait ça peut faire baisser la lactation ou au contraire que ça peut la booster alors que moi je veux pas. Et donc c'est pour ça que selon l'utilisation qu'on fait du tire-lait, il y a vraiment des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes. Et puis il y a aussi quelque chose qui me semble important à dire, mais c'est qu'on peut utiliser un tire-lait pour faire don de son lait au lactarium. Et en ce moment en plus les lactariums sont vraiment en grand manque de réserve de lait maternel et c'est une ressource qui est indispensable pour les bébés prématurés. Donc voilà, des mamans qui ont des lactations bien en place, qui ont trop de lait par rapport à ce que leur bébé prend et qui ont un petit peu de temps peuvent faire don de leur lait au lactarium parce que ça c'est vraiment un très beau geste pour plein de bébés, sauve des vies. C'est intéressant effectivement de le signaler, Chloé. Il y en a dans chaque ville. Comment on les contacte? Comment on a connaissance de... Alors là, je pense... Non, il n'y en a pas dans chaque ville, mais en tout cas, il y en a dans les grandes villes. Et donc après, on peut trouver les coordonnées des différents lactariums en se connectant sur Internet et en cherchant lactarium et puis la grande ville, on va dire, la plus proche de chez soi. Et après, on les contacte. Ils ont tous un numéro de téléphone, un mail. On les contacte et eux rappellent et donnent tous les protocoles parce que c'est eux qui fournissent les récipients, qui indiquent comment le lait doit être conservé, quelles sont les conditions de santé pour que la maman puisse donner son lait, puisqu'évidemment, une maman qui aurait une pathologie grave ne pourrait pas forcément donner son lait. Donc, toutes les conditions après sont expliquées par le lactarium quand vous avez pris contact. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important de mettre en avant aussi, notamment en ce moment où on manque vraiment cruellement de lait dans les lactariums.
D'accord, bah, super, merci d'avoir souligné ça. Ouais, de rien. Chloé, on peut rappeler comment on se procure pardon, un tire-lait? Quelle démarche on va faire? Et puis, bah, j'en conclus de tout ce que tu nous as dit que le plus tôt est le mieux, comme ça au moins on a ça à disposition pour faire face à différents cas de figure. On ne sait jamais trop comment ça va se passer finalement et ce dont on aura besoin. Oui, alors en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de trop anticiper ou en tout cas pas forcément d'avoir un tire-lait avant la naissance de son bébé parce qu'en fait, aujourd'hui, il suffit d'avoir une ordonnance d'une sage-femme ou d'un médecin pour pouvoir contacter une société qui loue des tire-laits et la livraison du tire-lait se fait en 24 à 48 heures. Donc, on est rarement dans une urgence telle qu'il y ait besoin d'un tire-lait en moins de 24 à 48 heures. Si toutefois c'était le cas et que vous étiez hospitalisé, la maternité a des tire-laits et donc peut prêter des tire-laits qui ne sont pas forcément enfin, les tire-laits les plus performants, on va dire, mais en tout cas qui peuvent faire l'affaire pendant 1 à 2 journées. Et on peut aussi tout simplement se déplacer en pharmacie et louer un tire-lait en pharmacie. Là encore, cependant, ce ne sont pas forcément les modèles les plus récents et les plus performants. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est de se tourner vers des sociétés je ne sais pas si je peux citer des noms, mais comme Grandir Nature, par exemple, qui va vraiment prendre le temps de vous renseigner, de voir quels sont vos besoins, puisqu'on l'a vu, le tire-lait peut être utilisé de diverses manières et on n'aura pas forcément besoin d'un tire-lait électrique double pompage pour tirer très ponctuellement. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont formés à tout ça et qui vont pouvoir prendre les mesures nécessaires pour fournir les bons kits de tétrelle, les bonnes tailles pour ne pas blesser la poitrine quand on tire son lait, qui vont se déplacer si besoin, qui vont venir vous expliquer comment ça fonctionne, comment on met en route, à quoi il faut faire attention, etc. Donc, je conseille vraiment voilà, de se tourner vers des sociétés dont c'est vraiment le métier pour être bien renseigné et Ok. bien accompagné. Voilà. Je te propose qu'on avance un petit peu sur notre thématique, Chloé. Donc effectivement, quand on a bien démarré son allaitement, on l'a poursuivi, le temps qu'on souhaite, ou en tout cas le temps qui était possible. Et à un moment donné vient la question du sevrage. Comment on va faire pour sevrer bébé? Parfois, ça peut arriver vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le choix, il y a une question d'urgence. Parfois, eh bien, les mamans peuvent y réfléchir plusieurs semaines, voire plusieurs mois en avant. Parfois, c'est bébé qui ne veut plus téter. En fait, il peut y avoir plusieurs situations pour pour que l'allaitement s'arrête. Et Oui. avant la période de sevrage, donc le sevrage, tu vas nous en parler, mais avant d'arriver au sevrage, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un allaitement mixte, à Oui. savoir, bien, il y a une partie d'allaitement maternel et puis une partie d'allaitement donc au biberon, mais pas au biberon avec le lait maternel, parce que ça, on en avait surtout parlé dans le précédent épisode, mais avec du lait maternisé. Ça, c'est possible, et c'est possible bien assez longtemps. Finalement, j'aimerais bien que tu puisses nous développer ça avant d'arriver au sevrage. Oui. Alors déjà, donc l'allaitement mixte, tu l'as rappelé, hein, c'est vraiment un allaitement au sein partiel sur un certain nombre de tétées par jour qui n'est pas, enfin, on n'a pas un nombre défini et on alterne donc la mise du bébé au sein et la prise de biberon. Alors juste une question de terminologie, tu emploies le mot lait maternisé. Aujourd'hui, normalement, c'est plus un mot qu'on utilise, c'est plus vraiment autorisé. On parle plutôt de préparation commerciale pour nourrissons, de PCN, parce qu'en fait, le lait maternisé avait tendance à être trop proche du mot lait maternel et du coup, qui est un petit peu tromperie sur la marchandise, entre guillemets, puisque c'est vrai que le lait, les préparations commerciales pour nourrissons sont quand même assez éloignées de la composition du lait maternel. Donc, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise plus. Je me permets juste de le préciser pour toutes les mamans. Oui, Et et tu fais bien de le préciser parce que moi, je me rappelle enfin, il y a quelques années en arrière, du coup, pour mon premier enfant, je connais, enfin, pour moi, c'était du lait maternel. Je ne connaissais pas la différence. J'avais appris la distinction après. Donc, tu fais bien de voilà. le souligner. Je ne savais pas que ce terme avait évolué. Donc là, on dit préparation commerciale pour Voilà, nourrir. Alors, c'est clairement long. On utilise l'abréviation, PCN. j'imagine. Les PCN, voilà, mais après, D'accord. on peut dire les artificiels, les en poudre, mais c'est vrai que le terme le plus approprié, je crois maintenant, c'est préparation commerciale pour nourrissons. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Il y a beaucoup de mamans qui arrivent en me disant mais quel lait je peux choisir justement, etc. Alors ça, je vais pas faire, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, toutes les préparations pour nourrissons de toute façon répondent à un cahier des charges très strict et donc j'ai envie de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Après, il y a évidemment des cas particuliers quand on a des intolérances ou des sensibilités
sensibilité particulière, par exemple aux protéines de lait de vache, ou quand il y a des bébés qui ont des tableaux de reflux gastro-œsophagien, etc. Il peut évidemment y avoir des laits plus adaptés que d'autres, mais sinon, j'ai envie de dire aux parents qui écoutent qu'il n'y a pas besoin de se mettre une pression particulière pour savoir quel lait choisir, puisque vraiment, il y a quand même, voilà, comme je disais, un cahier des charges strict et donc on ne peut pas faire un choix qui soit foncièrement mauvais. Donc sur ça, je ne vais pas m'étendre particulièrement. Chloé, excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que la chose à regarder pour le choix du lait artificiel, c'est le ratio entre oméga 3, oméga 6 et puis le pourcentage de protéines, parce que je me souviens qu'il y avait, j'avais acheté un petit livret, je crois que ça devait être le bon choix pour nos enfants, des éditions Thierry Soucard. Et justement, ils faisaient tout un comparatif entre les différents laits. Et le mieux, c'était de faire attention à ces deux éléments-là. Tu me confirmes ou c'est pas vraiment très important? Je suis pas assez calée pour j'ai pas vraiment d'idée, je pourrais pas te dire. J'ai pas d'idée de normes de taux de protéines, etc. Donc, je t'avoue que je n'ai pas du tout étudié la question sur les différents laits artificiels. Donc, sur ça, malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner de réponse. Bon, à creuser, alors. C'est ça. Une réflexion pour les parents qui nous écoutent. Oui, voilà, ça peut être intéressant pour les parents qui se questionnent, de comparer simplement les étiquettes de plusieurs laits et puis de voir ce qui semble le plus approprié. Je suis pas sûre qu'il y ait de gros écarts finalement d'une marque sur l'autre, parce qu'à mon avis, il doit quand même y avoir une base qui soit à peu près la même. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quand même des variations entre certaines marques et donc ça peut être intéressant de faire la comparaison. Mais je suis désolée, je peux pas donner plus d'informations là-dessus en tout cas. Très bien, écoute, on rebascule alors sur ce que tu voulais nous dire sur l'allaitement mixte. Oui, donc par rapport à l'allaitement mixte, il n'y a pas d'âge particulier. C'est vrai qu'en général, il y a une transition par l'allaitement mixte entre l'allaitement à 100% et le sevrage, mais il y a des mamans qui, dès la maternité, vont décider de faire un allaitement mixte. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus tard et il y en a pour qui ça sera jamais. On passera d'un allaitement à 100% à une alimentation après, on va dire, solide à 100%. Mais du coup, il n'y a pas d'âge où on peut dire, là, on peut faire un allaitement mixte. Ça peut être à tout moment. En général, on préconise quand même, si les mamans sont OK avec ça, d'attendre les 6 premières semaines, que la lactation soit quand même bien mise en place de façon complète. Et après ça, on peut plus sereinement commencer un allaitement mixte. C'est vrai que c'est plus compliqué de faire perdurer un allaitement quand on a démarré tout de suite sur un allaitement mixte, mais c'est quand même possible. Je tiens à le préciser parce qu'il y a certaines mamans qui se disent, si c'est pour très vite passer sur du mixte, est-ce que ça sert que j'allaite quand même une semaine, 2 semaines? Oui, même quelques jours d'allaitement, même juste la tétée de bienvenue en salle de naissance, c'est important et c'est intéressant pour le bébé. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir si on évite sur un allaitement mixte. C'est toujours un allaitement mixte et donc il y a toujours du lait maternel et c'est très bien comme ça. L'allaitement mixte, il n'y a pas de durée non plus. On peut allaiter en mixte très très longtemps, donc ça c'est pas non plus un stress, j'ai envie de dire, à avoir. Au niveau de la répartition entre le nombre de biberons, le nombre de tétées, c'est pareil, c'est comme on le sent. C'est-à-dire qu'évidemment, si on veut maintenir sa lactation, on en avait parlé dans les épisodes précédents, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de tétées par jour, et s'il y a moins de, on va dire 3-4 tétées par 24 heures ou tirage de lait. Quand je dis tétée, ça peut être aussi des tirages de lait. Ça semble compliqué de maintenir sur du long terme un allaitement maternel. Donc, c'est vrai que là, on risque vite de basculer sur un allaitement à 100% au biberon avec du lait artificiel. Mais en tout cas, c'est quand même possible de faire moitié-moitié ou de faire peut-être même un petit peu plus d'allaitement, de lait en poudre, pardon, que de lait maternel. Donc après, il faut que chaque maman et chaque diade maman-bébé trouve son propre rythme et fasse au mieux en fonction de ses propres impératifs et de ses besoins et de ses envies. Souvent, les mamans vont avoir envie de passer le relais sur un biberon de nuit, par exemple, pour que le partenaire puisse donner un biberon la nuit et que la maman puisse avoir quelques heures pour se reposer. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais vigilance là-dessus, parce que c'est vrai que si le bébé est jeune et que la maman n'allaite pas, par exemple, entre 19h et 7h du matin, ça paraît peu probable que malheureusement la lactation ne soit pas impactée par 12 heures de non-allaitement, on va dire, chaque jour, quoi. Donc, idéalement, si on peut souffler quelques heures la nuit, c'est peut-être bien de donner une tétée le plus tard possible le soir, donc aux alentours de 22h30, 23h si c'est possible. Et puis, après, voilà, d'avoir quelques heures de répit dans la deuxième tranche de nuit, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas, dès les premiers mois de vie de l'enfant, une grande plage horaire sans tétée ou sans tirage de lait, parce que là, ça clairement, on met en jeu sa lactation.
Alors j'ai plusieurs questions, Chloé. La première, c'est quelle est la différence finalement entre ce qu'on disait dans l'épisode précédent, le fait de donner un biberon de lait maternel, et là le fait de donner un biberon de lait en poudre. Finalement, pourquoi on choisirait le lait en poudre alors qu'on peut tirer son lait et puis donner son propre lait au bébé, au biberon? Mais disons que quand tu veux donner ton lait, ça veut dire qu'il faut que tu le tires. Et donc, ça veut dire que pour certaines mamans, c'est quelque chose qui est trop contraignant ou pas possible à mettre en place ou qu'elles n'ont pas envie de tirer leur lait. Et donc là, en effet, du coup, le lait, le lait industriel est tout indiqué puisqu'il faut bien nourrir ce bébé. Donc, si on tire pas son lait, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne compléter. Mais en effet, si la maman est OK pour tirer son lait, elle peut très bien tirer son lait et le faire donner par un tiers au biberon. Mais là, j'imagine qu'on est dans le cas où voilà, une maman n'aurait pas la possibilité ou pas l'envie ou pas le temps ou pas l'énergie de tirer son lait et du coup aurait envie quand même de garder quelques tétées dans la journée pour quand même permettre à son enfant d'avoir les bienfaits du lait maternel, mais de pouvoir malgré tout nourrir son enfant sur les autres repas. Donc on pense à une maman par exemple qui a repris le travail et qui pourrait allaiter le matin, en fin d'après-midi, en soirée, et C'est ça. puis pour qui en journée il y aurait des biberons Voilà, de lait parce en que poudre. par exemple, il y a certaines catégories professionnelles où c'est beaucoup moins facile d'avoir un temps ou d'avoir un endroit où tirer son lait. Et puis, il y a certaines mamans qui sont pas du tout à l'aise avec le tire-lait ou qui vraiment allaitent leur bébé, à la fois pour les bienfaits de leur lait, mais également pour l'aspect relationnel avec leur bébé et qui ne sont pas intéressées par le fait de se dire, je tire mon lait et je suis en tête-à-tête avec mon tire-lait pendant X demi-heure ou heure par jour. Donc, voilà, ça peut être une façon de se dire, voilà, je maintiens les tétés quand je suis avec mon bébé et puis par contre quand c'est pas le cas je donne un lait de substitution à ce moment-là. Question sur la température du lait, puisque forcément le lait pour bébé lorsque c'est l'allaitement maternel il est tout chaud, 37 degrés. Oui. Il sort directement de la source. Et puis pour le lait en poudre, comment on fait? On le fait chauffer ou alors bébé s'habitue à boire du lait froid ou alors à température ambiante si l'eau était dans la cuisine? Comment ça se passe? Alors les bébés sont très adaptables et donc si on leur donne du lait froid, oui ils s'adapteront, mais c'est vraiment pas ce qui est conseillé et préconisé parce qu'en fait la nature est bien faite et quand un liquide arrive à 37 degrés dans l'organisme du bébé, il est directement à la bonne température pour que au niveau au niveau morphologique, il y ait les petits clapets qui s'ouvrent pour laisser passer le lait au niveau de l'estomac. Et ce petit clapet ne s'ouvre pas si si le liquide qui arrive n'est pas à 37 degrés. Et si le clapet ne s'ouvre pas, ça stagne jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Et donc forcément, on imagine bien que du lait qui stagne avant de pouvoir passer vraiment comme il faut dans l'estomac, ça crée des reflux, ça crée des inconforts, ça crée des douleurs digestives, etc. Donc non, vraiment, là, ce qui est recommandé, c'est de toujours donner le lait à 37 degrés pour que ça soit optimal pour l'organisme du bébé et pour qu'on ne fatigue pas son organisme à venir réchauffer le lait qui lui arrive tout froid pour qu'après il puisse passer dans l'estomac et continuer son trajet. Donc oui, le lait, que ça soit du lait artificiel ou du lait qu'on aurait tiré, mis au frigo, etc., il faut idéalement le redonner à 37 degrés au bébé pour qu'il soit plus confortable. Mais après, bon voilà, si très occasionnellement on est pris de court et qu'on ne peut pas réchauffer, un bébé peut s'habituer à boire du lait froid ou plus frais, mais c'est pas ce qu'on préconise. Et je précise qu'on fait chauffer l'eau et pas le biberon complet. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots, parce que ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on apprend quand on devient parent. Mais c'est vrai que la question peut se poser en fait. Est-ce que je fais réchauffer mon biberon complètement? Est-ce que je refais réchauffer que l'eau? Est-ce qu'il y a un risque pour la qualité En de la général, poudre? ouais, en général, on préconise plutôt de mettre la poudre sèche, de faire chauffer l'eau et puis après de mélanger les deux. Ça se mélange mieux déjà que de mélanger l'eau froide, la poudre et puis de mettre à chauffer, de remélanger après. Donc en général, on fait plutôt ça dans cet ordre-là. Et puis en plus, il y a une histoire de conservation. Donc c'est vrai qu'on, tant que la poudre est sèche, elle peut se conserver plusieurs semaines, on va dire, dans la boîte, bien fermée, etc. À partir du moment où c'est mélangé avec l'eau, là, on conseille de consommer ça dans l'heure qui suit. Et donc c'est vrai que en général, on fait le mélange au dernier moment et on fait chauffer l'eau séparément avant de la verser sur le lait en poudre. Voilà. Question aussi sur la quantité, quand même. Quand on allait son bébé, on ne sait pas forcément quelle quantité il prend.
Si on n'a pas donné de biberon de lait maternel, on ne se rend pas vraiment compte en fait, il boit jusqu'à ce qu'il lâche le sein. Quand on introduit un biberon de lait en poudre, sur quoi on se base? Comment on sait à peu près, ce qu'on doit mettre? Quel est le signal qui fait qu'on n'en met pas assez, qu'on en met trop? Alors, si on est plutôt un parent confiant, on peut essayer de se dire qu'on fait confiance à son bébé et donc on essaye avec une petite quantité, enfin une quantité moyenne, on va dire, et puis on voit en donnant le biberon de façon physiologique, c'est-à-dire sans aller trop vite, en permettant au bébé de faire des pauses, etc. On voit à peu près ce qu'il prend sur un repas. Et puis, on essaye peut-être de se caler par rapport à ça. Après, si on a besoin vraiment de repères, on peut simplement aller voir dans le carnet de santé, par exemple, quelle quantité de lait, en général, on donne à l'âge de son bébé. Et si, par exemple, on dit qu'un bébé de tel âge doit prendre environ 600 millilitres dans la journée, on peut essayer de diviser cette quantité sur 24 heures par le nombre de prises alimentaires du bébé dans la journée. Et par exemple, pour un bébé qui va prendre 6 prises alimentaires, eh ben, on va faire 600 divisé par 6 et on va être à peu près sur des quantités de 100 millilitres. Et donc, on peut se dire, voilà, on imagine qu'il prend 100 par tétée et que donc, on va donner 100 par biberon. Ça peut permettre de se donner comme ça un ordre d'idée. Mais c'est vrai que ça, après, il y a des indications, enfin voilà, sur les boîtes de lait, etc. En général, on donne des indications par âge. Mais ça, c'est surtout pour les enfants qui ne sont que au biberon. Souvent, quand le bébé est à la fois, enfin, étant mixte, en fait, il vaut mieux donner des petits biberons et y aller progressivement plutôt que de donner d'énormes quantités de lait parce que c'est vrai que, alors après, on n'est pas obligé de donner le lait artificiel au biberon, hein, on peut le donner justement à la soft cup ou au verre, etc. Ce qui déjà, là, en général, réduit les quantités. Mais si on donne nos biberons, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des biberons qui coulent vite, des tétines qui coulent vite et du coup, des bébés qui prennent trop par rapport à leurs besoins et qui sont donc après inconfortables au niveau digestif et qui vont peut-être avoir du mal après à reprendre le sein avec un débit qui est moindre et une quantité qui est peut-être moindre aussi. Donc, je conseille plutôt d'y aller petite quantité par petite quantité et de voir un peu comment le bébé s'adapte et puis de réévaluer après en conséquence. C'est vrai que si le bébé réclame manifestement et il dit qu'il a encore faim, et à ce moment-là, on peut redonner un petit complément sans problème. Je rebondis sur ce que tu viens de dire au niveau du transit. À quoi on peut s'attendre lorsqu'on démarre un allaitement mixte? On a un bébé qui était uniquement au sein et qui commence à avoir quelques biberons. On peut s'attendre à tout, soit que ça se passe très bien et qu'il n'y ait aucune difficulté particulière, aucune variation, notamment si on introduit le lait artificiel en petite quantité. Il n'y a pas forcément d'impact. Après, il y a des bébés qui vont se retrouver avec plutôt une constipation. Et puis, à l'inverse, certains bébés qui vont se retrouver avec un transit plutôt accéléré. Donc, c'est pour ça qu'on préconise d'y aller vraiment petit pas par petit pas, pourquoi pas démarrer par des biberons où on mélange 2 tiers de lait maternel et 1 tiers de lait artificiel. Et puis de voir, voilà, déjà là, comment ça se passe. Et puis petit à petit, d'inverser la tendance, de passer à 2 tiers de lait artificiel, 1 tiers de lait maternel. Et puis, si ça se passe toujours bien, de passer à un biberon 100% lait artificiel. Et puis d'y aller vraiment, voilà, un biberon par jour, et puis après peut-être un deuxième, etc. Pour que le transit du bébé ait le temps de s'adapter et de s'ajuster. C'est sûr que si du jour au lendemain, on passe tout de suite sur 2 ou 3 biberons assez conséquents avec un lait que l'enfant n'a jamais consommé, ça peut être plus compliqué pour lui de s'ajuster sur quelques jours, quelques semaines. Là encore, alors, en termes de timing, donc tu disais qu'on pouvait démarrer un allaitement mixte à tout moment, en fait, en fonction des besoins et puis des situations de chaque famille. Si on commence au moment de la diversification alimentaire, est-ce que selon toi, il y a un inconvénient à faire ça? Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Parce que du coup, ça fait beaucoup de nouveautés pour bébé. Comment ça se passe? Alors, c'est sûr que le bébé s'adapte à plein de choses, mais c'est vrai que si on peut éviter de lui faire plein de changements d'un coup, c'est plus confortable pour lui. Donc peut-être que si c'est possible pour la famille, en fonction là encore du rythme et des possibilités, mais si c'est possible de différer un petit peu les choses et de peut-être commencer soit par diversifier, puis une fois que le bébé est plutôt bien diversifié, de passer sur un allaitement mixte, ou à l'inverse, de déjà démarrer un petit peu sur un allaitement mixte avec un lait différent, et puis après d'introduire la diversification, ça peut être pas mal. Après, voilà, il y a des bébés qui s'adaptent très bien quand du jour au lendemain, on passe sur une diversification avec, par exemple, le biberon du midi, où on est sur un lait artificiel ou sur des laitages.
ça peut très bien marcher. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses du coup à gérer d'un coup pour un bébé. Donc, il y en a certains pour qui ça va être plus compliqué de suivre le rythme avec toutes ces nouveautés. Donc, si on a la possibilité, on y va très tranquillement et on fait les choses les unes après les autres. Si on n'a pas le choix, et ben à ce moment-là, on tente et puis on voit bien et on s'ajuste après en fonction des réactions de son bébé. On se fait confiance et on leur fait confiance. C'est la clé. C'est la clé, c'est vrai. Et alors du coup, en parlant de confiance, ça c'est souvent quelque chose qui met les mamans en porte-à-faux et pour lesquelles elles n'ont pas vraiment confiance dans le fait de bien faire, bien sûr. C'est justement pour le sevrage, pour arrêter l'allaitement. On se met souvent beaucoup de pression pour démarrer et on n'imagine pas qu'on va se mettre de la pression pour arrêter. Alors moi, j'en parle parce qu'à titre personnel, ça a été une grosse source de stress pour moi. Je ne savais pas comment faire pour mon premier petit garçon. Je ne savais pas non plus ce qui était le mieux pour lui. Je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi. J'avais peur que ce soit très, très inconfortable, voire douloureux. Et puis, du coup, je repoussais systématiquement, alors que finalement, c'était une nécessité pour moi d'arrêter l'allaitement à ce moment-là. J'aimerais bien que tu puisses nous donner plein de conseils là-dessus et nous dire ce que tu en penses. Alors déjà, peut-être revenir aux préconisations, c'est-à-dire qu'en fait, l'allaitement, nous, dans notre société, c'est vrai que passé 6 mois, on entend beaucoup, mais à quoi ça sert d'allaiter? Il est grand, il n'y a plus besoin, etc. Mais dans le monde, la durée moyenne de l'allaitement, elle se compte plutôt en années, en fait. Et donc, c'est récent de recommander un sevrage à 6 mois, à 12 mois, ou voilà, autour de cette tranche d'âge-là. Idéalement, le sevrage, il intervient quand la mère et l'enfant sont prêts tous les deux. Sauf que dans les faits, c'est quand même assez rare qu'ils soient prêts en même temps. Et donc, c'est là où ça peut être problématique. C'est quand la maman a envie de sevrer, bah, parfois le bébé ou le bambin n'est pas prêt. Et parfois, c'est l'enfant qui a envie de se sevrer et la maman non. Donc, c'est dans ces cas-là où il va falloir voir comment on ménage un petit peu tout le monde. Dans les grandes lignes, en tout cas, l'idéal, ça va être de se dire qu'on va essayer de sevrer quand tout va bien. Ça peut sembler paradoxal, mais en fait, bah, comme on peut réussir son allaitement en étant dans des conditions de sérénité, etc., et ben son sevrage, on peut aussi le réussir ou au contraire le rater, entre guillemets, c'est-à-dire en avoir un mauvais souvenir ou une mauvaise expérience parce qu'on a fait ça de façon précipitée ou parce qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, c'est souvent ces parcours-là, ces fins de parcours-là qui laissent des souvenirs un petit peu désagréables aux mamans. Ce que j'appelle un sevrage pas approprié, pas optimal, ça va être sevrer quand la maman est épuisée, découragée. Parce que ça, de toute façon, clairement, avoir un bébé et s'occuper d'un jeune enfant, c'est fatigant, quelle que soit la façon de le nourrir. Et du coup, il y a certaines mamans qui vont sevrer sur un coup de tête en se disant, au moins, quand j'aurai arrêté d'allaiter, je vais pouvoir un peu souffler. Et en fait, se rendre compte que pas du tout, parce qu'elles sont pas quotidien par le conjoint, par le partenaire, par l'entourage un peu même plus élargi. Et du coup, en fait, elles sont aussi fatiguées de devoir préparer les biberons, se lever la nuit pour chauffer le biberon, acheter le lait, penser à avoir du lait en stock, laver les biberons, etc., que finalement de donner le sein. Donc, faire attention, c'est pas parce qu'on est fatigué et découragé qu'on doit se dire j'opère un sevrage. Là, il faut peut-être essayer plutôt de trouver du soutien pour pouvoir se redonner un petit peu d'énergie. On va éviter aussi toutes les périodes où la maman va avoir par exemple une mastite ou va avoir un souci qui fait que au contraire il faut que le sein soit drainé et donc on entend certains médecins qui vont dire il faut sevrer, arrêter de donner pendant quelques jours le temps de vous remettre, alors qu'au contraire une mastite ça peut après dégénérer si on ne draine pas le sein. Donc l'allaitement là encore reste la meilleure solution. Donc essayez de pas sevrer pendant ces périodes-là. Tout ce qui va être les périodes où justement il y a des gros changements dans la vie de l'enfant et de la maman, comme par exemple une hospitalisation du bébé ou par exemple la reprise du travail ou une poussée dentaire, enfin tous ces moments-là où le bébé n'est pas on va dire au mieux de sa forme, ou la maman n'est pas non plus au mieux de sa forme, ces périodes-là, idéalement, on les évite. Et puis après, il y a quand même aussi des choses au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'au niveau physiologique, on sait que le bébé, vers 6 mois, il y a vraiment un tas de choses qui se jouent dans son corps. Souvent, c'est là où, à ce moment-là, qu'apparaissent les premières dents, même si chez certains, ça va être plus tôt et d'autres plus tard, mais en moyenne, on parle de 6 mois pour avoir les premières dents qui apparaissent. On a une capacité du bébé à mieux digérer les solides. Il y a aussi une certaine
maturité qui se fait au niveau des muqueuses intestinales, etc. Il y a les reins aussi qui sont plus matures. Il peut y avoir le réflexe de repousser avec la langue tout ce qu'on met en bouche, qui s'appelle le réflexe d'extrusion, qui va petit à petit disparaître. Donc le bébé va pouvoir accepter de mettre en bouche autre chose que le sein de sa maman. Il va y avoir une augmentation, par exemple, de la quantité de salive. Tout ça, c'est des petits indices au niveau physiologique qui nous indiquent que le bébé, il commence à être prêt à pouvoir se tourner vers un autre mode d'alimentation. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'à 6 mois, il faut sevrer, mais ça veut dire qu'avant 6 mois, c'est pas optimal au niveau physiologique pour sevrer parce que le corps du bébé n'est pas fait pour digérer ou en tout cas assimiler des grosses quantités de nourriture qui ne seraient pas du lait maternel ou en tout cas du lait adapté à son corps de bébé. Donc ça, voilà, 6 mois, c'est quand même un cap. C'est pour ça d'ailleurs que l'OMS recommande d'allaiter 6 mois exclusivement. Et puis après ça, l'OMS recommande d'aller jusqu'à 2 ans au moins avec une alimentation de complément adaptée à chaque âge, évidemment. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'on peut dire aussi. Et puis enfin, excuse-moi, Chloé, juste, je reviens sur ce que tu disais juste avant, le fait que de ne pas arrêter lorsque bébé, par exemple, est douloureux, malade ou a fait des dents, c'est l'aspect confort, l'aspect réconfort, l'aspect psychologique pour lui. C'est ça que tu voulais dire ? Oui, c'est que en fait, c'est ça, le sein, on en avait parlé dans les épisodes précédents, c'est évidemment pour nourrir, mais c'est nourrir physiquement, mais nourrir aussi de bien d'autres façons. Et du coup, souvent, la maman qui va opérer un sevrage va sevrer totalement. C'est-à-dire que le bébé qui va se retrouver sevré, c'est-à-dire qu'il aura plus le lait de sa maman, va aussi être sevré quelque part de ce contact peau à peau de son visage contre le sein de la maman, de ce contact très proche et très direct que permet les tétés. Si une maman arrive à sevrer, mais continuer à pouvoir se proposer ses temps de peau à peau, etc., ça serait encore différent. Mais là, souvent, quand on veut sevrer, on évite de mettre le sein sous le nez du bébé. Donc souvent, c'est vraiment quelque chose qui se joue où le bébé se retrouve, entre guillemets, privé à la fois de la nourriture qu'il connaissait, mais aussi de tout ce contact qui est très réconfortant. Et donc, quand le bébé est déjà dans une période de fragilité où on peut imaginer qu'il a besoin de justement beaucoup d'ocytocine pour faire face à la difficulté qu'il traverse, si en plus de sa nourriture habituelle, on lui retire son moyen de réconfort habituel et sa source de bien-être, on va dire, c'est vrai que il y a des chances que ça se passe de façon difficile. Et donc que la maman se remette encore plus en question sur le choix qu'elle aura fait et puis éventuellement regrette d'avoir dû opérer un petit peu un passage en force pour ce sevrage. Donc c'est pour ça qu'on essaye de choisir une période où idéalement tout va plutôt bien. Après, c'est aussi une question même hormonale et émotionnelle par rapport à la maman, puisqu'on a vu que quand on allait, il y a beaucoup d'hormones encore qui entrent en ligne de compte. Et donc c'est pareil, les hormones en fait quand on va sevrer diminuent très brutalement. En tout cas assez rapidement. Et du coup, si la maman est elle-même dans un état, je sais pas, de déprime passagère ou dans un moment où elle est pas très à l'aise dans son quotidien et où elle se sent pas au top, de se priver finalement de cette ocytocine-là, de ces hormones qui finalement sont les hormones du maternage, de l'attachement, de l'amour, et que d'un coup les taux chutent parce que le sevrage intervient, ça peut mettre la maman en difficulté émotionnelle encore plus que ce qu'elle n'était. Et du coup, évidemment peser sur la vie familiale ou sur la relation maman-bébé, etc. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas recommandé de choisir un moment où c'est délicat dans la famille pour opérer un sevrage. Alors après, il y a des moments où de toute façon, il y a un sevrage soudain qui est, j'ai envie de dire, imposé par la situation. Je pense à certaines pathologies comme par exemple un cancer qu'il faudrait traiter de façon radicale très rapidement. Voilà, il y a quelques très rares cas aussi d'engorgement de lymphangite qui nécessitent qu'il y ait une interruption de l'allaitement pendant. Alors parfois c'est transitoire, parfois c'est plus long, comme dans le cas d'un cancer, mais en tout cas il y a parfois besoin de faire un sevrage soudain, mais c'est souvent beaucoup plus difficile justement à accepter à la fois pour la mère et à la fois pour le bébé. Donc du coup c'est des choses qui peuvent être accompagnées justement, et puis qui vont peut-être peut-être avoir une perspective de se dire oui, on fait un sevrage parce que c'est une obligation, mais peut-être que il y aura une possibilité de relancer la lactation dans quelques jours ou quelques semaines selon la situation. Ça peut être un sevrage soudain mais transitoire malgré tout.
Donc, c'est quelque chose à avoir en tête si jamais on a la possibilité de choisir le moment du sevrage. Les petits conseils pour le sevrage, ça va être idéalement d'adapter le sevrage à la routine de son bébé, c'est-à-dire de voir, ou de son bambin, de voir quelles sont les tétées qui sont les plus importantes. Et donc, par exemple, on va se dire, je vais supprimer la tétée qui semble être la moins importante dans la journée de l'enfant. Donc, si par exemple, la tétée la moins importante, c'est celle, je sais pas, en milieu de matinée avant qu'il soit déposé chez la nounou, celle-là, peut-être qu'on va pouvoir la faire sauter, essayer de trouver un différent pour dire au revoir à l'enfant et lui expliquer que là, il part chez la nourrice. Et du coup, on va supprimer uniquement cette tétée-là et rester sur ce rythme-là avec juste une tétée de moins pendant 2-3 jours. Et puis, si ça s'est bien passé comme ça, au bout de 2-3 jours, on peut se dire, allez, j'enlève une deuxième tétée. Et on va y aller comme ça progressivement en retirant une tétée par une tétée jusqu'à ce qu'on arrive à plus du tout de tétée ou alors une tétée qu'on va garder, par exemple la tétée du matin, qu'on va garder pendant encore quelques semaines pour faire une transition vraiment douce. Et puis après, évidemment, de toute façon, la lactation va vraiment diminuer de façon importante. Moins on aura de tétée, moins la lactation va être performante. Et donc, au fur et à mesure, l'enfant risque d'être moins en demande parce que s'il n'y a plus de lait, il sera moins en demande du sein. Donc, du coup, on peut, si on a le temps et qu'on n'est pas pressé non plus pour son sevrage, on peut essayer de se dire, voilà, on enlève une tétée tous les 2-3 jours, en commençant par les tétées les plus faciles à enlever et en enlevant en dernier les tétées qui sont les plus réconfortantes et les plus importantes pour le bébé et ou pour la maman. Alors après, ce qui peut être important aussi, c'est dans ces moments-là, bien accompagner son bébé, c'est-à-dire de verbaliser les choses et de compenser un petit peu au niveau des marques d'affection qu'on va lui porter, puisque le sein, il est réconfortant, c'est un câlin pour l'enfant, et du coup, si on lui enlève ça, le risque, c'est qu'il soit pas bien, non seulement parce qu'on lui change un peu ses habitudes, et puis aussi parce qu'il est en manque de contact physique, de câlins, de tendresse, etc. Donc, pas hésiter dans ces cas-là à bien mettre en mots et puis à quand même conserver des gros câlins et des moments de douceur et de partage avec son bébé pour qu'il se sente pas mis à l'écart. On peut faire un sevrage alimentaire, mais pas faire un sevrage trop brutal pour l'enfant en termes aussi de proximité physique, parce que là, du coup, c'est la double difficulté pour l'enfant. Et puis après, tout à l'heure, tu me demandais par rapport à la maman, tu me disais que tu avais peur que ça soit douloureux, etc. C'est vrai que ça peut être douloureux. C'est aussi pour ça qu'on préconise un sevrage petit à petit, parce que c'est sûr qu'une maman qui donnerait encore beaucoup le sein et qui du jour au lendemain ne le donne plus du tout et ne tire pas son lait, là oui, évidemment, on risque un engorgement, on risque des mastites, etc. Donc ça, c'était vraiment pas conseillé. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de vider un petit peu le sein, juste ce qu'il faut pour être confortable. On va pas tirer son lait ou exprimer du lait comme si on voulait faire un stock de lait pour le remplir un biberon, oui. Voilà, exactement. On va juste exprimer le nécessaire, le surplus, on va dire, pour se sentir confortable. Et au fil du temps, le corps va recevoir le message qu'on a besoin de moins en moins produire et donc va réduire la lactation au fil des jours. Mais c'est aussi pour ça qu'on y va progressivement, c'est parce que le corps de la maman doit pouvoir s'adapter à cette nouvelle demande en baisse et ne peut pas faire un mode on-off en 24 heures. Après, si vraiment on a des douleurs, on peut mettre du froid, donc des poches de glace entre deux tétées. On peut faire des cataplasmes d'argile. On peut mettre du chaud aussi. Certaines mamans vont être plus soulagées par le chaud et du coup, par exemple, prendre une douche chaude pour permettre qu'il y ait un petit peu de lait qui s'exprime. Donc voilà, on évite tout ce qui va serrer. Donc les soutiens-gorge trop serrés, les écharpes de portage, etc. Parce que ça peut venir justement comprimer les canaux lactifères et être douloureux. On continue à bien boire à sa soif, mais par contre, on va pas surconsommer d'eau. Il y a certaines mamans qui voient que c'est mieux, qui vont diminuer un petit peu la consommation de sel et qui du coup seront plus confortables en consommant un petit peu moins de sel. Et puis après, c'est la patience, puisque de toute façon, la production de lait va vraiment diminuer progressivement, graduellement. En gros, c'est chez des mamans qui n'auraient pas d'hyperlactation extrême, en 2 semaines en général, il y a plus ce besoin d'exprimer son lait pour être confortable. Donc c'est à avoir en tête et se dire un petit peu de patience, voilà. Si jamais la maman décide de sevrer son bébé assez tôt, c'est-à-dire dans les 5 premiers mois, on va dire, c'est ce que je te disais, on va remplacer une tétée par un biberon tous les 3 jours environ, tous les 2-3 jours, et on va comme ça permettre à la lactation de diminuer progressivement.
Si c'est après 5 mois, même après 5-6 mois, on va remplacer progressivement les tétés plutôt par un repas avec des solides. Comme ça peut éviter en fait d'avoir à faire en plus la transition avec le biberon, etc. Et ça peut permettre quelque chose d'un petit peu plus naturel et finalement d'embrayer sur une diversification alimentaire où là, l'enfant n'aura pas à s'habituer à un nouveau contenant, à un nouveau lait, à la diversification. Et du coup, on maintient des tétés et on donne des repas solides, on introduit des solides sur certains repas. Donc, ça peut être une stratégie pour les enfants un peu plus grands, à partir de 5 mois, voire même 6 mois. Et oui, parce que 5 mois, la diversification alimentaire ne fait que commencer, donc il n'y a pas vraiment un repas complet. C'est ça. D'accord. Mais donc après, ça dépend, là encore, du rythme auquel la maman veut sevrer. S'il n'y a pas d'urgence et que la maman est OK pour prendre son temps, on peut y aller très tranquillement avec, on maintient des tétés qu'on diminue un petit peu et puis au rythme de la diversification. Si par contre, c'est vraiment un sevrage qui intervient très précocement, là, on va évidemment remplacer par du lait artificiel. Et puis peut-être la dernière chose que je voulais aborder, c'est l'histoire de sevrage naturel. C'est-à-dire que, en fait, un enfant va naturellement se sevrer entre 2 ans, 2 ans et demi et 6-7 ans. Et en fait, l'enfant se détache. 6-7 ans dans nos sociétés, ça paraît ça paraît vieux. C'est très surprenant, oui. C'est ça. Alors, il y a des mamans qui allaitent, qui vont jusqu'au sevrage naturel, même en France, même dans nos sociétés. Mais par contre, la plupart ne le disent pas parce qu'en fait, c'est encore malheureusement méconnu et puis très mal vu. Et du coup, on passe difficilement à travers les commentaires, les jugements, etc. Donc, il y a beaucoup de mamans, beaucoup, oui, si, en tout cas, dans mon entourage professionnel, j'en rencontre, qui vont au sevrage naturel et qui, du coup, l'assument, mais en font maintenant une histoire, on va dire, personnelle et n'ont pas besoin de dire les choses hors du cercle familial. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité d'aller jusqu'au sevrage naturel. Un enfant qui va se sevrer spontanément avant 2 ans, on parle plutôt de sevrage induit parce qu'on voit que naturellement, physiologiquement, là encore, un enfant de moins de 2 ans ne demande pas à se sevrer. Donc, si jamais il y a un sevrage avant 2 ans du fait de l'enfant, ou du moins c'est ce qui semble à la maman, c'est forcément que le sevrage a été induit. Soit parce qu'on a introduit beaucoup de biberons et que du coup l'enfant trouve plus facile de prendre le lait au biberon qu'au sein puisque ça coule plus vite et que c'est donc ça fait moins d'efforts pour lui. Soit parce que, il peut y avoir des raisons diverses et variées, mais en tout cas, avant 2 ans, un bébé qui se sèvrerait tout seul, ce serait plutôt quelque chose d'induit. Et du coup, le sevrage naturel, c'est parfois, plus l'enfant grandit, plus c'est compliqué pour la maman. Et donc là, on peut après, plus l'enfant grandit, là encore, mettre ses conditions et faire un allaitement négocié. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, dire à son enfant, moi, voilà, je t'allaite, je suis encore OK pour t'allaiter. Par contre, tu es grand et tu n'as plus besoin de téter toutes les 2 heures ou tu n'as plus besoin de téter quand on est à l'extérieur. Et du coup, la maman peut aussi poser ses conditions et ses limites et dire à son enfant de 2 ans et demi, de 3 ans ou plus grand, voilà, je suis OK pour t'allaiter. Par contre, je t'allaite seulement quand on est à la maison et qu'il n'y a pas d'autres personnes que nous. Je suis OK pour t'allaiter, mais par contre, je t'allaiterai pas quand on sera chez papy-mamie. Ou, on peut chacune poser ses conditions et réussir comme ça à aller vers un sevrage assez doux, assez lent, où on va permettre à l'enfant de cheminer en lui faisant comprendre que il y a des situations où c'est plus possible pour la maman, en tout cas, d'allaiter, qu'il y a des moments où la maman a besoin aussi de se retrouver et donc elle ne veut plus donner le sein. Et la maman, elle aussi, fait ce cheminement de son côté parce que c'est aussi une relation où la maman se donne beaucoup, cette relation d'allaitement. Elle donne physiquement, elle donne psychiquement, elle donne émotionnellement. Et du coup, même une maman qui a envie de sevrer, c'est quand même quelque part très souvent un petit deuil ou en tout cas un passage qui est pas anodin. Et du coup, de s'offrir finalement ce sevrage lent, ça permet à tous les deux, à l'enfant et à la maman, de prendre ce temps de cheminer, de se questionner et puis de se dire que voilà, ça a été une sacrément belle aventure et qu'on se respecte jusqu'au bout l'un l'autre dans ses besoins, dans ses possibilités de donner, de recevoir et qu'on est OK quand ça s'arrêtera tous les deux et qu'on est bien alignés avec cette décision-là. OK, voilà. Oui, c'est super.
de terminer là-dessus, Chloé. Merci pour ce message. Merci pour tous les conseils. Là, alors, il me reste une dernière question. C'est par rapport au retour de couche. Est-ce que le retour de couche arrive forcément à la fin de l'allaitement? Est-ce que si on fait un allaitement mixte, ça va accélérer le retour de couche? Est-ce que c'est plusieurs mois après la fin de l'allaitement? Je te propose juste de nous donner un petit peu ton expérience par rapport à ça avant de conclure cet épisode. Alors là, encore, tout est possible. Certaines mamans vont avoir un retour de couche très rapidement, les premières semaines, les premiers mois après l'accouchement, bien qu'elles allaitent à la demande plus de 8, 10, 12 fois par jour. Et donc, il y a d'ailleurs souvent de la déception et de l'incompréhension parce qu'on entend que l'allaitement va bloquer les hormones qui permettent le retour de couche, l'ovulation, etc. Mais en fait, chez certaines mamans, ça ne suffit pas. Et donc, malgré un allaitement à la demande, il y a certaines mamans qui ont un retour de couche très rapide, comme si elles n'allaitaient pas. Et il y a d'autres mamans chez qui le corps va vraiment se mettre en sommeil pendant des années, pendant des mois, voire des années. Il y a des mamans qui ont leur retour de couche aux 2 ans de leur enfant, par exemple, qu'elles allaitent encore, bien qu'elles allaitent beaucoup moins que quand c'était les premières semaines ou les premiers mois. Mais il y a des mamans qui ont vraiment un corps qui se met en sommeil pendant la durée de l'allaitement. Et donc, il n'y a aucune prédiction possible. Je note quand même, mais c'est pas quelque chose de scientifique, c'est plus quelque chose de mon expérience personnelle. J'ai souvent des mamans qui, quand elles ont eu plusieurs enfants et qu'elles ont allaité plusieurs enfants, ont une histoire qui se répète un petit peu. Et une maman qui aura eu un retour de couche assez tôt, bien qu'elle allaitait à la demande, aura un peu le même retour de couche assez tôt pour un deuxième. Et des mamans qui ont eu un retour de couche tardif, souvent ont aussi un retour de couche tardif pour leur second ou leur troisième bébé. Mais après, ça, c'est vraiment plus ce que je vois de mon expérience, mais je suis pas sûre que ça soit scientifiquement juste. En tout cas, souvent, le retour des menstruations, c'est irrégulier. Et donc, c'est normal que les premiers temps, quand ça revient, il y ait des cycles qui soient un petit peu bouleversés. Il peut y avoir aussi des modifications au niveau du poids. Il peut y avoir aussi un temps. C'est pas il peut y avoir, il y a un temps en fait où les seins vont mettre un peu de temps à se normaliser, on va dire, à se raffermir et voilà. Et puis il y a certaines mamans qui disent qu'elles ont l'impression d'avoir perdu de la poitrine à cause de l'allaitement, etc. En fait, souvent on se souvient de sa poitrine pendant la grossesse, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une perte de la couche adipeuse d'avant la grossesse, mais la plupart du temps, ça se reforme progressivement avec le temps. Et donc, en fait, on se rend compte que si on reprend la poitrine de la maman avant grossesse et qu'on reprend la poitrine de la maman plusieurs mois après l'allaitement, finalement, il n'y a pas tant de modifications et d'écart que ça. Mais il faut laisser du temps au corps, à la nature et aux hormones de faire leur œuvre pour que les choses se rétablissent et retrouvent leur nouvel équilibre. Et après, pas se dire que ça reviendra forcément comme avant. Ce sera un nouvel équilibre, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact significatif prouvé qui impacterait la poitrine, parce que c'est une crainte souvent des mamans et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le cas, même s'il y a toujours des mamans qui vont se retrouver avec des désagréments, des vergetures, une perte de volume. Mais en tout cas, globalement, la poitrine se normalise et revient un petit peu comme elle était avant grossesse. Super, voilà. Chloé, merci pour ce dernier point rassurant. Nous avons passé un super moment avec toi. Là, c'est comme si un petit peu on terminait une série sur l'allaitement, mais j'ai envie de dire qu'on ne termine pas vraiment, parce que comme je disais en introduction de ce podcast, il y aurait encore 1001 choses à évoquer, et puis on aura probablement la chance de se retrouver prochainement dans les mois qui arrivent pour un autre sujet sur l'allaitement. Et en tout cas, je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. Je vais remettre toutes les informations qui te concernent en description de ce podcast pour que les parents qui nous écoutent puissent aller voir le travail que tu fais et puis éventuellement te contacter pour aller plus loin et être accompagné. Je rappelle aussi que tu fais du coup des consultations pendant la grossesse en tant que doula et que tu peux accompagner les parents à la fois pendant la grossesse et puis ensuite après l'accouchement, mais pour l'allaitement, mais aussi pour un soutien psychologique. Pour un soutien émotionnel, pratique. C'est vrai que on parle plutôt de soutien parce que je ne suis pas une profession médicale, donc c'est vrai que le terme de consultation, etc., ça peut prêter à confusion et ça peut gêner les sages-femmes ou
les consultantes IBCLC qui sont vraiment formées de façon très, très, très pointue sur l'allaitement. Donc, c'est vrai que je parle plutôt, moi, de rencontres d'informations sur l'allaitement, de rencontres d'informations prénatales, postnatales. Mais en tout cas, oui, je te remercie de rappeler que voilà, je peux proposer un soutien à tout moment en termes par rapport à l'allaitement, en tout cas. Ça peut être de l'information donnée avant, quand on ne sait pas si on veut allaiter, pourquoi on veut allaiter. Ça peut être un soutien pour démarrer son allaitement quand on n'a pas été bien épaulé à la maternité, par exemple, au retour à la maison. Et puis, évidemment, je peux être présente également pour soutenir justement dans tout le parcours d'allaitement au moment du sevrage. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir rappelé tout ça et je te remercie pour ton invitation. C'est vrai que je n'aurais pas cru faire un podcast et encore moins 4 épisodes il y a quelques semaines. Donc, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de sortir de ma zone de confort. Et puis de partager tous ces conseils-là et de démocratiser aussi certaines informations et de rassurer les parents. Eh bien, super. Merci Chloé pour ce temps ensemble et puis à une prochaine fois. Merci Aurélie, à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.